Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler musculation, on va parler comment combiner des programmes qui sont relativement longs lorsqu'on passe du temps en salle de sport et lorsqu'on a moins de temps quoi faire. Est-ce qu'on doit rien faire ou est-ce qu'on a des alternatives qui s'offrent à nous? On va parler des séries longues versus les séries courtes. On va clôturer ce débat. Est-ce que c'est plus intéressant de faire des séries longues, des séries courtes? Comment, pourquoi, etc. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Vous aurez tous les détails à garder en tête. Et finalement, on va parler de nutrition. On va savoir comment s'alimenter suite à un entraînement, les considérations que vous devriez garder en tête également. Mais avant toute chose, on va parler des news de la semaine. La première news, c'est que on a une offre spéciale jusqu'à la fin du mois de mars. Deux programmes qui sont à moins 50%. Le programme hybride physique, qui est l'un de nos best-sellers. Donc, si vous voulez sculpter votre corps, c'est le programme qu'il vous faut. À chaque fois, j'ai des retours extraordinaires sur ce programme là. D'ailleurs, j'en profite parce que ça fait des mois que j'ai envie de faire le volume 2. Donc on va faire le tome 2 de Hybride Physique. Il a été extrêmement demandé et de toute façon ça faisait partie de vos plans. Donc Hybride Physique, volume 1, profitez-en, moins 50%, ainsi que le programme pied, cheville, bulletproof. Donc voilà, vous voulez créer la fondation au niveau de la fondation littéralement de tous les mouvements, pied, cheville, bulletproof, pour travailler sur ce développement articulaire, le tout à moins 50% jusqu'au dernier jour du mois de mars. Donc les amis, profitez-en, le lien est dans la description. Autrement, il y a des news que j'ai pas abordées ces dernières semaines vu que j'étais en vacances, figurez-vous. Je suis parti en vacances à Dubaï et voilà, ça fait du bien de déconnecter un peu. J'ai pas eu l'occasion, vu que j'étais avec mes enfants, de trop voir Dubaï, donc je peux pas vous faire mon retour d'influenceur qui dit « Ah, je vais partir à Dubaï, je vais partir à Dubaï ». Non, pour l'instant, je suis pas convaincu à 100%, mais voilà, j'ai vu des trucs qui me plaisaient, des trucs qui me plaisaient moins. C'est un peu comme partout, j'aurai l'occasion d'y retourner, j'imagine, pour vérifier les on-dit, pour voir si c'est vraiment ce qu'on dit que c'est. Mais pour l'instant, voilà, j'ai une première impression qui était pas mal. Si vous avez été à Dubaï, voilà, faites-moi part de vos retours à vous. Sinon, je voulais parler de Victor Wembanyama qui a eu, voilà, qui souffre à l'heure actuelle d'une pathologie au niveau de l'épaule, une thrombose au niveau de l'épaule. Voilà, c'est vraiment triste. J'ai vu ça il y a quelques semaines. Je me suis dit, oh là là, ça me brise le cœur de voir le prodige. Vraiment, vous voyez comme votre vie peut basculer du jour au lendemain. Vous êtes la future superstar pas plus qu'une génération. C'est historique ce joueur-là. Et toutes les attentes qu'on avait sur lui. Et là, pam, il a cette thrombose au niveau de l'épaule. On ne sait pas ce qu'il adviendra et c'est malheureux parce que éventuellement ça peut être la fin de sa carrière. Donc voilà, toutes nos pensées, toutes nos prières sont destinées à ce joueur-là. Moi personnellement, c'est un personnage que j'aime bien. Je trouve qu'il est posé, la tête sur les épaules, il a l'air de savoir où il va, il est humble et franchement je trouve que ça serait vraiment dommage de voir une fin de carrière comme ça parce que toute notre vie on va se demander, on va dire non, ce gars-là, ce qu'il aurait pu être. Voilà, donc on espère que Victor Wemby va se remettre sur pied très bientôt et que voilà, cette pathologie va disparaître le plus rapidement possible. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Sinon, on a eu beaucoup de news dans le monde de la boxe, énormément de combats, de très belles cartes qui ont eu lieu récemment. On a eu entre autres un combat de poids lourd qui devait avoir lieu et à la dernière minute ça a été échangé avec justement Parker qui a affronté Martin Bacolé. Martin Bacolé qui était la terreur des poids lourds parce que personne voulait l'affronter, soi-disant c'était son discours et personne veut m'affronter, je mets tout le monde KO, j'ai déjà mis Tyson Fury KO, etc., etc. Et malheureusement là il a été appelé en last minute, donc 2 jours avant le fight, il a accepté de combattre Parker qui lui avait eu un camp d'entraînement, etc. Et Martin Bacolé, la fierté africaine, la fierté congolaise qui soi-disant voilà, pouvait être la terreur de la catégorie poids lourd si on lui laissait une chance, et bien là, il a eu sa chance et malheureusement, le gars est tombé au 2e round et c'est fini. Je vais vous dire un truc, je mentionne ça parmi tous les autres combats parce que en fait, c'est une leçon. Parfois, il ne faut pas vous précipiter. Ok, il faut pas vous précipiter parce que je pense sincèrement que là, lui et son équipe, ils se sont tirés une balle dans le pied. Certains vont dire oui, mais parfois il y a des opportunités, il faut les saisir. Ça dépend encore une fois du contexte. Je sais pas à quel point il était préparé. S'il ne l'était pas et qu'il comptait simplement sur sa puissance divine, eh bien voilà, il a fait une grosse erreur. Je sais que c'était la fierté du peuple congolais, tout le monde voulait le voir gagner, mais les gars, au bout d'un moment, il faut être stratège. Le gars monte, tu sais que t'es la terreur. Pour l'instant, tout le monde se dit ah, ce gars-là, là, il peut mettre KO n'importe qui. Tu montes sur le ring, t'es pas prêt, tu perds, tu te manges un KO, c'est fini, ta réputation est finie. Toutes les chances, les opportunités que tu aurais pu avoir par la suite pour affronter le top 5 des poids lourds, le top 3 des poids lourds,
eh bien c'est fini. Sa carrière, moi je pense sincèrement que sa carrière est finie. Donc faites attention avec qui vous collaborez, qui vous lance dans ce genre de... Là, littéralement, on l'a jeté dans la fosse au lion. T'as un gars qui s'est préparé pendant des mois, qui est dans une montée qui est fulgurante. Son comeback, il est fulgurant. Et là, toi tu dis, je prends le combat, last minute. T'as pas mangé correctement. T'arrives, t'es lourd, t'es lent, etc. Non, les gars, parfois, la vie, elle va vous pas humilier, elle va vous rendre plus humble, ok? Il faut faire gaffe à ça. Donc, en tout cas, c'est dommage pour moi. Je vois le combattant, je me suis dit, ah, il pouvait faire un truc. Malheureusement, c'est fini. Sinon, on a eu un record un nouveau record mondial au niveau du semi-marathon. Jacob Kiplimo, un coureur ougandais qui a battu le record du monde de semi-marathon en 56 minutes et 42 secondes. Donc c'est quelques secondes, je crois, je me rappelle plus, c'est en moins d'une minute. Voilà, il a battu le nouveau record, mais c'est un truc de ouf, les gars. C'est-à-dire que les gars, je me rappelle plus de la vitesse exacte, j'aurais dû prendre des notes de ça, mais le gars, il court un semi-marathon presque à la vitesse de sprint pour certains. Et les gars, bon bah, c'est indécent. C'est indécent. Et vous imaginez à quel point le tout évolue. Parce que si tu disais à un coureur de marathon d'il y a 20 ans qu'on allait avoir les temps qu'on a aujourd'hui, il aura juré sur tout ce qu'il a que c'est scientifiquement impossible. Et c'est pour ça que, voilà, il faut toujours rester humble, ne sous-estimez jamais la capacité de l'être humain à évoluer, la science de l'entraînement continu, la science au niveau des technologies qu'on utilise, les chaussures, etc., l'équipement, ça nous aide également. Donc les gars, on ne sait pas où ça va aller, mais c'est impressionnant. Les gars, vraiment, ils ramènent les limites au next level. Et ce qui est impressionnant avec ces coureurs de marathon, ce que vous voyez, c'est pas seulement la vitesse, etc., mais c'est tellement chronophage, c'est-à-dire tu dois tellement t'entraîner des heures et des heures, ton corps, il prend un coup, franchement, il mange un coup. Tu regardes ces coureurs de marathon, les gars, ils ont 24 ans. On dirait qu'ils en ont 40. Ça use ton corps d'une façon que... Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. T'as pris 15 ans juste parce que tu fais ce genre de séance. Et c'est bien connu, les coureurs de marathon, semi-marathon, ceux qui font du fond, ont des niveaux de testostérone, en tout cas chez les hommes, qui sont très bas. Chez les femmes aussi, la testostérone, figurez-vous, c'est une hormone, on dit une hormone, je sais jamais, qui est très importante. Et bref, on a des taux qui sont extrêmement bas parce que ça va affecter vos corps. Ce n'est pas quelque chose de sain à ce stade-là. Donc vous voyez la performance, eh bien, à ce niveau de performance, c'est la santé, c'est le prix qu'on paye. Donc gardez ça toujours en tête. Sinon, on a un autre malheur qui est arrivé dans le monde du sport. On a Kyrie Irving, une des stars de NBA, un de mes joueurs préférés, qui s'est blessé, ligament croisé, les gars. Ligament croisé. Alors que c'est le gars qui te fait les ligaments croisés normalement. Bam, la ligament croisé. Franchement, ça fait mal au cœur. Encore une fois, bref. On verra ce qu'il arrivera. J'espère qu'il va revenir le plus rapidement possible. Pour tous les fans de Dallas, pour tous les fans des Mavericks, c'est chaud, les gars. Vous perdez la star, vous perdez Luka Doncic, et là, vous perdez Kyrie Irving. Non, les gars, c'est chaud. Je pense qu'il faut changer de team. Mais je dis ça vient d'un Knicks fan, ça vient d'un fan des Knicks de basket. Je suis habitué à la défaite. Je connais la défaite. Je dis ça en rigolant, mais les gars, force à vous. Sinon, on va passer aux questions parce que soyons sérieux quand même. Première question qui a été posée. Et j'ai plusieurs variantes de cette question, c'est Kevin, peut-on combiner ton programme Hybrid 20 avec un autre programme hybride? Et les autres questions similaires, c'était du style, comment je peux faire pour m'entraîner lorsque j'ai des jours où je peux vraiment passer 1 heure en salle, 1h30 en salle, et parfois des jours où j'ai même pas le temps d'aller en salle, je sais pas vraiment quoi faire. Eh bien, la réponse, les amis, est très logique. Et j'ai la meilleure façon de structurer le tout pour vous. Eh bien, la réponse, c'est que quand vous pouvez vous entraîner en salle, eh bien, vous allez faire vos vraies séances en salle de sport. Vous allez envoyer 1 heure, 1h15, ce que vous avez à disposition, mais vous allez faire votre vraie séance. Il faut saisir les opportunités. Pour ceux qui ont mon programme Hybrid 20, je le dis carrément dans l'introduction de ce programme-là, quand vous avez accès à ces jours-là, vous avez à disposition des jours où vous pouvez vous entraîner pendant 1 heure, faites une vraie séance d'1 heure, ok? Et les jours où vous avez un temps qui est limité en salle de sport ou à la maison avec un équipement limité, eh bien là, vous allez faire vos séances de 20 minutes. Et ça, c'est très important. Alors, avec quel programme je combinerai le tout? Si vous faites un programme Hybrid 20, ça va dépendre encore une fois de vos objectifs, mais je garderai Hybrid 20. Parce que le programme Hybrid 20, c'est vraiment l'un des meilleurs programmes que j'ai. Si vous êtes limité en termes de temps,
que vous cherchez simplement le développement esthétique ou alors que vous cherchez la performance athlétique. Parce que, figurez-vous, dans le programme Hybrid Tony, j'ai créé 4 sous-programmes en gros. Il y a la version athlétique, il y a la version muscu basique, focus un peu plus esthétique, ok? Et on a les versions maison et les versions en salle de sport et avec équipement. Donc, vous ne pouvez pas ne pas vous en sortir. Car moi, tout le monde devrait avoir mon programme Hybrid Tony. Je vous le dis, c'est l'un des meilleurs programmes que j'ai. Parce que si vous l'avez de côté, ça reste l'un des meilleurs programmes que vous pourrez garder toute votre vie. Donc ça, déjà, gardez-le en tête. Ensuite, je combinerai avec soit le programme Hybride Physique, où je choisirai 2 jours fondation. Là, ça me permet de sculpter mon corps. Je vais avoir des vraies séances. J'ai toujours des gains de force qui sont là, des gains esthétiques, etc. Pam, je fais ça. Et le reste du jour, Hybrid Tony. Si, éventuellement, je cherche un peu plus la performance, hybride performance, je choisirai 2 jours de hybride performance, 1 jour axé plus sur la force max, 1 jour axé un peu plus sur le développement de la vitesse. Et le reste, eh bien, je combinerai avec des exercices, pardonnez-moi, des séances du programme Hybrid Tony. Éventuellement aussi, le programme Hybrid Strong, 1 jour force bas du corps, un autre jour force haut du corps, espacé de 3 jours dans le meilleur des mondes. Et entre, je calerai mes séances Hybrid Tony, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Ok? Vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites ça. Donc, pour tous ceux qui ont le programme Hybrid Tony, profitez de l'offre du programme Hybride Physique éventuellement, ça se marie bien encore une fois, ou alors les 2 autres programmes que j'ai recommandés. C'est ce qu'il y a de plus important. Surtout, ne vous condamnez jamais quand vous êtes limité en termes de temps. Je sais que parfois on est fatigué, c'est la fin de la journée ou peu importe le contexte. Essayez de caler ces 20 minutes pour vous entraîner. C'est simple, je vous parle de 2 exercices. 2 exercices, 3 séries. Avec un petit échauffement au début, question de ne pas négliger le tout, et un petit exercice de mobilité, 1 à 2 séries. Vous ne pouvez pas vous tromper les amis, vous allez faire énormément de gains. Votre corps va changer, votre bien-être va changer et vos performances vont changer. Deuxième question qui a été posée ici, question concernant la nutrition. On gardera le dernier sujet pour la fin. Que faut-il manger directement après l'entraînement? Alors on va parler de plusieurs mythes ici déjà dans un premier temps. Est-ce qu'il faut manger avant ou après l'entraînement? On a vu beaucoup de bodybuilders qui ont instauré le tout, qui mangent avant, qui mangent après. Et du coup, il y en a qui se forcent. Quand je vais encore en salle de musculation, je vois des gars qui sont là avec leur gamelle, qui mangent juste avant et qui mangent juste après. Pourquoi déjà les bodybuilders faisaient ça, les bodybuilders de renommée à l'époque de qu'on appelle l'ère dorée du bodybuilding, l'époque d'Arnold Schwarzenegger, etc. C'est toujours important de contextualiser le tout. C'est le début de cette ère-là. Eh bien, figurez-vous que ces bodybuilders qui font énormément de volume, qui font recours à énormément de produits chimiques pour récupérer plus rapidement, pour produire du muscle plus rapidement, eh bien, ils doivent consommer énormément de calories. Et du coup, ils font plusieurs repas par jour parce que c'est beaucoup plus facile de consommer des petits repas de manière espacée et c'est ce qui nous permet de rajouter toutes ces calories qui doivent être rester relativement saines. Okay? Parce que bien entendu, tu pourrais t'envoyer que du McDo, etc. ou des trucs extrêmement gras, extrêmement transformés, mais t'as pas l'énergie requise, t'as pas tous les nutriments requis pour pouvoir performer au plus haut niveau. Donc les gars, ils sont un peu obligés de caler ces repas avant et après parce que 1-2 heures après, bah, tu as ton dernier repas. Donc, contextuellement, c'est important de le garder en tête. Maintenant, vous n'êtes pas un bodybuilder professionnel qui fait autant de volume, qui est autant dopé, etc. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces repas avant, après? Je ne pense pas. Okay? D'un point de vue bien-être, je ne pense pas. D'un point de vue bien-être, encore une fois, santé digestive, eh bien, je pense que c'est peut-être l'une des pires choses que vous puissiez faire. Si vous ne souffrez pas de problèmes digestifs, très bien pour vous, mais pour beaucoup, je sais que vous en souffrez éventuellement. Des ballonnements, vous ne vous sentez pas bien, constipé, diarrhée, peu importe ce que vous avez, d'accord? Des réactions au niveau de vos tubes digestifs qui vous disent, hey, il y a un truc qui va pas. Et malheureusement, je vous le dis que ça va pas parce que beaucoup se disent, c'est normal que je me sente comme ça. Mais je vais vous le dire, ce n'est pas normal de ne pas se sentir bien après une consommation de quelconques aliments. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas correctement. Et sachez que lorsque vous vous entraînez, eh bien, vous activez l'une des branches l'une des sous-branches du système nerveux, donc sous-branche, qu'on appelle le système nerveux sympathique. Okay, qui font partie du système nerveux autonome, qui va se réguler de manière un peu automatique en fonction de votre activité, en fonction du contexte. Vous avez 2 branches, là, le système nerveux sympathique et parasympathique. En d'autres termes, on les vulgarise en attribuant
des termes qui imagent un peu le tout. Le système nerveux sympathique, en anglais, c'est ce qu'on appelle le système fight or flight, donc combattre ou fuir, et le système nerveux parasympathique qu'on appelle rest and digest, donc repos et digestion. En gros, c'est pour illustrer le fait que lorsqu'on a une dominance d'un de ces systèmes nerveux, on va avoir des réactions chimiques au sein de notre corps qui vont nous permettre de soit maximiser nos performances pour combattre ou pour sprinter et fuir parce qu'on a un lion qui nous chasse, ou alors on va optimiser le tout de façon à ce qu'on soit relax et tous les systèmes de notre corps fonctionnent de manière relaxe et appropriée, la digestion, etc. etc. Okay. Maintenant, ces deux systèmes sont en opposition constante, c'est-à-dire qu'on va avoir un ou l'autre un peu. C'est un peu comme ça en très vulgarisé. Quand vous vous entraînez, eh bien, vous placez un stress sur votre corps. D'accord? Et ce qui veut dire que vous activez le système sympathique. Fight or flight. Du coup, votre corps, ce qu'il va dire, il va dire, hey là, je suis en train de combattre un lion. Donc, c'est pas le moment de m'attarder sur mon système de reproduction. C'est pas le moment de m'attarder sur le bon fonctionnement de mon tube digestif. On s'en fout de bien digérer. On s'en fout de bien absorber les aliments parce que là, ce qui compte, c'est de pas se faire bouffer par un lion. Par conséquent, toute mon énergie va être dédiée à ce mode de survie. Donc, je vais sécréter certaines hormones qui vont me permettre de produire plus de force, de booster mes niveaux de stress, etc., etc., pour que je puisse produire plus de force et être plus puissant, etc. Du coup, ça veut dire que ce que vous avez consommé juste avant votre repas ne va pas être digéré de la bonne des façons. Idem, après le repas, ça prend un certain temps avant de repasser de ce système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique où vous digérez, vous relaxez et tout fonctionne correctement. Ce qui veut dire que vous allez encore absorber des aliments qui ne vont pas être bien digérés. Et figurez-vous qu'il y a des conséquences à ça. Et ces conséquences sont que il y a une mauvaise absorption, il y a éventuellement une prolifération de certaines mauvaises bactéries qui va avoir lieu au sein de votre tube digestif. Il va avoir des déséquilibres au niveau de votre microbiote. Le microbiote, c'est simplement l'écosystème au sein de votre tube digestif. Tout ça parce que justement, vous n'avez pas bien digéré certains aliments. Et c'est très connu, c'est pour ça que vous voyez les bodybuilders avec leur gros ventre, là, ballonné comme ça. C'est pas pour rien, c'est l'une des réactions parce qu'il y a trop de consommation d'aliments et c'est dû justement à ces moments qui ne sont pas opportuns. Donc, je sais que la plupart des gens qui consomment le repas avant ou après, juste avant, donc littéralement juste avant et juste après, eh bien, souffrent de certaines conséquences de ça. Et si vous n'en souffrez pas encore, eh bien, éventuellement, c'est quelque chose que vous allez développer avec le temps. Et en plus de ça, ben, certains le savent, hein, je mange juste avant l'entraînement, à la salle, j'arrive pas à être performant. Donc, déjà, basez-vous sur votre ressenti général. Si vous sentez que vous n'êtes pas performant quand vous avez le ventre plein, ne mangez pas, ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc, j'ai expliqué le tout, maintenant, vous connaissez la science. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait attendre un certain temps, je dirais, avant de consommer des aliments pour pouvoir profiter justement d'un système qui fonctionne en harmonie et que vous puissiez absorber tous les aliments nécessaires. Parce que ce qui compte au final, c'est ce que vous allez absorber et pas simplement ce que vous avez mis dans votre bouche. Il faut que la digestion se fasse bien, que l'absorption des nutriments se fasse bien, autrement ça ne sert à rien. D'accord? Donc on l'aura compris. De manière générale, ce que je vous invite à faire, c'est d'attendre peut-être pendant 45 minutes, 1 heure, avant de consommer des aliments. 1 heure, selon moi, ça me semble cohérent, d'accord? Et ça va à l'encontre d'un autre mythe, justement, qui est celui de la fameuse fenêtre anabolique. Et sachez que ce discours-là, je le dis, ça fait 6 ans que j'ai ce podcast. Si vous avez écouté mes premiers podcasts, j'aborde ce sujet-là. C'était pas à la mode, croyez-moi. J'ai vu ces 3 dernières années, les influenceurs commencer à changer de discours et dire ce que je vous dis maintenant et ce que je dis depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Donc, les gars, attendez un peu, vous n'allez pas perdre de gain. La fameuse fenêtre anabolique, c'est cette période qui était censée être la période magique durant laquelle vos muscles allaient pouvoir absorber re-remplir leurs réserves de sucre rapidement et que votre niveau de synthèse de protéines était très élevé, donc c'était le moment opportun pour consommer de la protéine. Les marques de protéines en poudre, de compléments alimentaires ont sauté sur l'occasion et se sont dit, hey, les gars, consommez nos shakers de prot, parce que comment tu vas faire pour manger un steak dans les 30 minutes juste après ton entraînement?
Prends mon shaker, ok? Prends 30 grammes, c'est ça, ça va fonctionner directement. Et figurez-vous que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est votre consommation à la fin de la journée. Votre corps saura utiliser ces protéines de manière efficace. Et sachez que ce processus de synthèse de protéines, de création de protéines, en très vulgarisé ici au sein de votre corps, il reste élevé jusqu'à 24 heures, 48 heures après vos entraînements. Donc, vous avez une fenêtre qui est vraiment grande pour consommer votre protéine et tous les aliments nécessaires. Ça, c'est le premier truc à garder en tête. C'est pour le contexte un peu général de la plupart des gens. Maintenant, il y a certains contextes durant lesquels, eh bien, on va favoriser une consommation directement après l'entraînement. Dans quel genre de contexte on va considérer ça? Au détriment éventuellement d'une absorption qui ne serait pas 100% optimale. Eh bien, je favoriserai ce genre de consommation si j'ai un événement sportif de compétition qui aura lieu dans les minutes qui vont suivre, les heures qui vont suivre, etc. Okay? Parce que on veut éventuellement profiter de ces ressources énergétiques qu'on va consommer pour pouvoir les utiliser lors du prochain événement. Exemple, vous faites des compètes de CrossFit, vous avez un event à 9 h et vous avez le prochain event à midi par exemple. Vous finissez à 10 h, pam pam pam, c'est fini. Oh là, il faut s'envoyer un truc, il faut consommer du sucre rapide, effectivement remplir ses stocks de glycogène, etc. Donc on va favoriser la consommation de certains aliments, des boissons sucrées, etc. Remplir ses stocks d'électrolytes, sodium, potassium, etc. Donc là, ça va être intéressant de consommer relativement rapidement ces aliments et de laisser assez de temps au final pour qu'on puisse digérer sans être ballonné pour le prochain événement. Donc on a un peu cette fenêtre qui est relativement courte, mais on doit savoir se positionner de façon à ce qu'on puisse utiliser ces ressources énergétiques pour la suite. Autrement, comme je l'ai dit, pour la plupart des gens, ce sont des futilités. Sincèrement, vous finissez votre entraînement, vous rentrez chez vous 1 heure après, 1h30, 2 heures après, vous allez avoir très faim, c'est votre corps qui vous dit, là, il faut manger. Et là, vous mangez, d'accord? Et vous faites en sorte d'avoir tous les nutriments nécessaires en termes de dose, quantité, variété, etc., etc. Et c'est ce que vous devez retenir pour cette consommation. Vraiment, ne compliquez pas le tout. Moi, ça me fait rire. Je vous dis, sincèrement, c'est des trucs qui me font rire quand je vois la salle. Les gars sont là, oh, là, les gars, franchement, n'abusez pas, ça ne sert à rien, c'est du stress en plus et c'est inutile comme je vous l'ai dit. Maintenant, si vous vous sentez bien lorsque vous consommez avant l'entraînement un petit truc, question d'avoir le ventre plein, il y en a qui aiment, j'aime manger une banane avant l'entraînement, une date, des fruits secs, peu importe ce que c'est, eh bien très bien, connaissez-vous, étudiez-vous, c'est le premier aspect. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Il n'y a aucune obligation, apportez tous les nutriments nécessaires, regardez ce qui vous fait du bien. Maintenant, prochaine question qui a été posée, j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ça, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait du contenu là-dessus, mais souvent ça arrive, il y a un influenceur qui fait des contenus, et du coup on m'envoie les questions, Kevin t'en penses quoi, etc. Alors c'était plusieurs questions qui tournaient autour des séries longues et des séries courtes. Donc en résumé, c'était en gros qu'est-ce qui est mieux, de faire des séries courtes ou alors de faire des séries longues. Et ensuite il y a eu une question qui était très intéressante, c'est est-ce qu'il y a une différence esthétique lorsqu'on utilise un style de série plutôt que l'autre? Est-ce que visuellement on va avoir un look différent lorsque on fait des séries courtes ou des séries longues? Alors déjà, séries courtes et séries longues, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en vrai, ça veut rien dire. C'est un terme que j'ai entendu plus dans la francophonie que dans la littérature anglo-saxonne. J'avais jamais utilisé ça. On utilisait des low web ranges. En anglais, on l'utilise également pour le volume bas. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, séries longues, ça veut dire qu'on fait des séries de, j'imagine, il n'y a même pas de chiffres concrets ici, mais 10 et plus répétitions. Série courte, on va rester dans le 1 à 6 répétitions. J'imagine que c'est plus ou moins ce qu'on va viser. Et en gros, les séries courtes et longues ne sont que des représentations des charges qu'on va utiliser. En d'autres termes, lorsqu'on dit série courte, eh bien, on parle du fait d'utiliser des charges qui sont relativement lourdes par rapport à notre capacité à lever une charge maximale durant l'exécution d'un exercice précis ou du recrutement de certains groupes musculaires. À l'opposé, lorsqu'on parle de séries longues, eh bien, on fait référence au fait d'utiliser des poids qui sont légers, qui par conséquent nous permettent de faire plus de répétitions. Et il y a beaucoup de on-dit, il y a plusieurs camps dans l'industrie. On a d'un côté les gars qui nous disent il faut faire que des séries courtes et ils ont des arguments. Et l'autre qui disent il faut faire que des séries longues et ils ont des arguments également. Et encore une fois,
c'est l'erreur de notre métier, c'est d'aller toujours dans les extrêmes, d'être influencé par des méthodologies, d'être influencé par des sports également. Alors vous allez entendre les powerlifters qui vont vous dire, ou ceux qui sont influencés par le powerlifting, la force athlétique, etc., qui vont vous dire, il ne faut faire que des séries courtes. Ouais. Nous, de toute façon, on fait du squat, du bench, du deadlift, éventuellement il y a des streetlifters également qui vont vous dire ça. On fait des poids lourds, des muscle-up ou des squats, etc. Lourd, c'est ce qu'il faut. Et puis les gars, ils sont super balèzes, donc bien entendu, on va les écouter. D'accord? Et ils vont vous dire, ceux qui sont un peu plus science, tous les intellos, qui vont vous dire, l'argument derrière ça, c'est que lorsqu'on fait des séries lourdes, pardonnez-moi, des séries courtes, du coup, avec des poids lourds, eh bien, on va activer directement les fibres musculaires rapides, les plus performantes et le plus grand nombre de fibres musculaires. Parce que c'est un peu comme ça que votre corps fonctionne. Votre corps a plusieurs soldats. En très vulgarisé encore une fois. Il a les petits soldats, il a un peu les moyens soldats et il a les gros soldats. Il a les fibres lentes, petites fibres, les fibres hybrides entre les deux si on veut, ok, et les fibres puissantes, fortes, les gros soldats qu'on appelle les fibres de type 2X, ok. Et du coup, eh bien, votre corps, en fonction de l'intensité qui est requise, il va se dire, moi, je vais utiliser ces fibres-là uniquement. Si l'intensité est basse, il ne va pas appeler les gros soldats. Les gros soldats, reposez-vous. Là, juste avec les petits soldats, j'arrive à lever la charge. Par conséquent, les gros soldats, moyens soldats ne sont pas stimulés. Donc, ils ne vont pas grossir. Et figurez-vous que ce sont ces gros soldats qui ont le plus gros potentiel d'expansion. Donc, bien entendu, ceux qui vont prêcher les séries courtes vont vous dire, mais de toute façon, ce sont les fibres musculaires rapides qui ont le plus gros potentiel d'hypertrophie. Par conséquent, eh bien, on devrait maximiser ça et utiliser des séries courtes. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand les charges sont enlevées, pour continuer avec cette explication, ce qu'on appelle the Henneman Size Principle, le principe de taille en français, eh bien, c'est que votre corps va, au fur et à mesure qu'il se rapproche de la fatigue musculaire ou qu'il fait face à des intensités élevées, recruter de plus en plus de soldats, de plus en plus de ces fibres qui seront aptes à faire le travail. Votre corps, il est paresseux, il ne veut pas utiliser tout d'un coup. Il veut utiliser uniquement ce dont il a besoin parce qu'il veut sauvegarder un maximum d'énergie. Votre corps, il pense qu'un truc, c'est la survie. Donc, quand on fait des séries courtes, des poids lourds, on force son corps à sortir de sa zone de confort et il amène les gros soldats et pam, on a une hypertrophie qui est maximisée. Est-ce que ce point est pertinent? Absolument. C'est absolument vrai. Mais ça a certaines limitations qu'on va aborder après. Maintenant, à l'opposé, on a les bodybuilders, etc. qui, depuis la nuit des temps, font des séries longues, des séries de 20, 15, 25 reps, etc. Même sur des exercices polyarticulaires, sur des squats, sur des leg press et sur des exercices d'isolation qui sont des grands fans de séries justement longues. Et ils disent c'est mieux, etc. On arrive à mieux se concentrer sur les muscles. C'est beaucoup mieux de faire tout ça, c'est plus approprié. Et on a également des gens qui vont vous dire c'est mieux parce qu'en plus on dépense plus d'énergie. Vu qu'on fait plus de mouvements, forcément on dépense plus de calories. Donc pour la perte de gras, c'est intéressant. Est-ce que ces arguments sont valides? Absolument. Ils ont raison. Pour les deux arguments sont absolument appropriés. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Et je vais vous expliquer le tout vu que je dis ça depuis des années encore une fois. Tous les groupes musculaires que vous avez sont composés à des ratios différents de ces petits soldats et de ces gros soldats. De fibres lentes, des fibres rapides. Okay? Les fibres moins puissantes et les fibres plus puissantes. En fonction de la personne et en fonction des groupes musculaires, on aura des dominances. Certains groupes musculaires ont une dominance plutôt fibre rapide et d'autres plus fibres lentes, de par leur fonctionnement général. Okay? Et on a le facteur génétique. En tant que personne, on a, nous, plus de fibres rapides ou de fibres lentes au sein même de certains groupes musculaires, ce qui fait qu'on est plutôt sur un spectre de l'athlète puissant ou alors de l'athlète endurant. Et on a ces fibres, comme je l'ai dit, qui sont hybrides, qui en fonction de votre entraînement vont se transformer plutôt en fibres lentes ou en fibres rapides. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, l'idée c'est de comprendre que lorsqu'on fait des séries courtes, on va certes avoir proche de l'échec un recrutement de ces fibres rapides, donc on va quand même les stimuler, mais seulement vraiment vers la fin. Alors que pendant tout le début de la série, on va quand même stimuler ces fibres lentes, ok?
on va biaiser le signal sur ces fibres lentes. Ce qui veut dire qu'on va créer une hypertrophie, on va faire grandir ces fibres lentes. D'accord? À l'opposé, pareil, on va favoriser, on va biaiser le signal, ce qui va favoriser l'hypertrophie des fibres rapides. En d'autres termes, ce que je cherche à dire, c'est que quand vous allez choisir série courte ou série longue, vous allez négliger d'une certaine façon, parce que vous allez biaiser un type de fibre, l'autre type de fibre. Ok? J'espère que c'est clair pour vous. Par conséquent, si on veut avoir le côté esthétique le plus développé, parce que c'est ce pourquoi la question est souvent posée, eh bien, on aimerait faire les deux. On aimerait avoir parfois un signal qui va biaiser les fibres plus lentes et parfois les fibres plus rapides, et on aura justement cette cohésion, cette harmonie au sein des deux, et en même temps on travaille sur différentes qualités, on aura un développement de force, un développement d'endurance localisé, etc., etc. Donc vous voyez, il n'y a même pas de question pour moi, c'est tu dois faire les deux parce que c'est le meilleur de tous les mondes. Alors est-ce que tu dois faire les deux au sein d'un même bloc d'entraînement? La réponse, c'est non. Tu peux justement cibler, et comme j'ai dit, tu peux, parce qu'on pourrait le faire au sein d'un même bloc d'entraînement, à condition que ça soit bien fait. Eh bien, on peut cibler bloc 1, X exercice ou X groupe musculaire va être ciblé plutôt avec un focus pour biaiser le développement de ces fibres rapides, et qui est avec des séries courtes. Et bloc 2, l'inverse. Vous voyez, il y a mille et une façons de modeler le tout. Alors, jour 1, un type de signal. Jour 2, un autre type de signal. Aussi simple que ça. Maintenant, vient la question du polyarticulaire, monoarticulaire. Est-ce que pour les exercices d'isolation, on doit faire un truc? Pour les exercices polyarticulaires, on doit faire un autre truc? Encore une fois, l'une des doctrines de tous ceux qui propagent leur propagande sur les séries courtes, c'est que sur les exercices polyarticulaires, on doit absolument faire que du lourd. Du coup, des séries courtes. Et encore une fois, c'est mal comprendre le tout. Si votre but, c'est le développement esthétique, ce qu'il faut comprendre lorsque vous faites des exercices polyarticulaires, c'est que l'intégration des différents muscles qui vont agir au sein de l'exercice, de l'exécution du mouvement, vont varier en fonction des charges que vous allez utiliser. Concrètement parlant, vous faites un squat, vous avez des quadriceps, vous avez des fessiers, vous avez des ischio-jambiers, vous avez le rachis lombaire également. Okay? Quand vous faites des squats avec des séries longues, poids courts, vous allez avoir peut-être plus tendance à solliciter vos quadriceps que vos muscles des hanches. À l'inverse, si vous faites des séries plus lourdes, vous allez avoir peut-être plus tendance à solliciter vos hanches, vos fessiers, vos ischio-jambiers que vos quadriceps. Ce qui veut dire que la stimulation va être placée de manière différente, et par conséquent, la croissance, l'hypertrophie localisée va être différente en fonction des charges que vous utilisez. Donc la réponse, encore une fois, c'est, si votre but est purement esthétique, c'est de se dire, les gars, il faut faire les deux. Tu peux faire des fois des squats avec des séries de 5, et tu peux intégrer dans tes entraînements des squats avec des séries de 20. Aussi simple que ça. Ok? Franchement, des fois, c'est des débats où je réponds à vos questions. Mais pour moi, c'est tellement logique, et j'espère qu'à la fin, ça va l'être pour vous également. Maintenant, pour les exercices d'isolation, est-ce que c'est mieux de faire des séries courtes? Parce que de toute façon, on recrute toutes les fibres musculaires? Non, il y a certains exercices qui nous demandent d'utiliser des séries longues par défaut. Qu'on se le dise. Est-ce que je saurais vous expliquer pourquoi? Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi pour certains ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment l'évidence empirique, le terrain qui le sait. Et tous ceux qui pratiquent la musculation correctement, la préparation physique correctement le savent. Il y a des exercices où tu vas travailler par défaut avec des séries de 8 à 15 répétitions. C'est comme ça. Je pense ici par exemple aux élévations latérales. Si votre but, encore une fois, c'est l'isolation maximale, qui devrait être le but de quasiment la plupart des exercices, on cherche à isoler un truc du moins. Une qualité, des groupes musculaires, etc. Du coup, vous faites vos élévations latérales. Tu vas rarement faire des élévations latérales avec 3 répétitions. Pourquoi? Parce que, figurez-vous que quand on fait des élévations latérales, eh bien, on a d'autres muscles qui pourraient rentrer en jeu. On a les trapèzes qui sont plus puissants que les deltoïdes latéraux. Et du coup, ils pourraient prendre le dessus, ce qui va enlever le focus du groupe qu'on devrait solliciter. Donc, utiliser des séries longues pour certains exercices d'isolation, et je dirais que pour tous les exercices d'isolation, ça va vous permettre de garantir du moins un meilleur recrutement ciblé de ces tissus-là. Et ça, c'est super intéressant. Et de toute façon, ce qui compte, c'est de ramener vos tissus à l'échec
musculaire. Donc vous allez envoyer vos répétitions jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et là, vous savez que vous avez optimisé le recrutement de ces tissus-là en isolation sans aucune compensation. Donc pas d'autres groupes musculaires qui rentrent en jeu. Et vous avez construit du muscle, ok? Vu que vous avez poussé le tout à l'échec, et c'est le seul truc qui peut aller à l'échec, ok? Versus utiliser des poids trop lourds, et là vous n'arrivez plus à lever les charges, non pas parce que vos deltoïdes latéraux sont fatigués, mais parce que vos trapèzes sont fatigués. Donc vous voyez, le but c'était de développer les deltoïdes latéraux, que je devais ramener à l'échec, mais je ne les ai pas ramenés à l'échec parce que la charge était trop conséquente. Donc encore une fois, je reviens à l'exemple du squat. Il y a un truc qui va fatiguer avant un autre quand on utilise des exercices polyarticulaires. Maintenant, il y a certains exercices d'isolation qui peuvent être utilisés avec les deux, avec des séries courtes et avec des séries longues. Je pense ici en l'occurrence aux biceps, aux triceps. Alors les triceps, c'est un peu plus ok. On fait des exercices polyarticulaires avec un focus un peu plus triceps comme les dips par exemple. Et là, on est OK avec des séries courtes, il n'y a pas de souci. Certains exercices de triceps sont plus appropriés pour des séries longues. Je dirais que par exemple, les cable push-downs avec la poulie, série courte, c'est un peu compliqué. On va avoir tendance à compenser. Mais, par exemple, les skull crushers, moi, je suis un grand fan des skull crushers, un grand fan des GM press. Et là, on peut très bien le faire avec des séries courtes. Et je suis un fan du travail de 4 à 7 reps avec ce genre d'exercice. Pareil pour les biceps. Souvent, on fait les biceps avec des séries qui sont super longues. Et ce qui est très bien, vous devriez le faire. Mais je vois énormément de bénéfices à également cycler le tout avec des séries qui sont courtes. Du 5 reps. J'aime beaucoup faire du 5 reps au biceps. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça offre des gains phénoménaux. Et en plus de ça, rappelez-vous, votre corps, il s'adapte à toutes les stimulations. Du coup, si vous faites vos biceps tout le temps, toute votre vie, avec des 15 reps, 10 reps, etc., eh bien votre corps s'est plus ou moins habitué à ça. Vous voulez créer du changement, vous voulez créer plus de X muscles, amenez une nouvelle stimulation. Et là, vous travaillez avec des charges plus intenses. Les gars, croyez-moi, vous allez observer les gains de force et esthétique. Encore une fois, certaines variantes sont peut-être plus appropriées pour éviter les blessures et les compensations. Okay? Donc faites attention à ça, bien entendu, c'est toujours le plus important. Quel autre muscle? Les quadriceps en isolation, je trouve que c'est intéressant également de travailler sur des répétitions qui sont basses, que ce soit sur un 6-6 squat, que ce soit sur un leg extension. Je trouve que c'est super intéressant. Les ischio-jambiers, c'est un classique. Les Nordic curls, etc. en isolation, autant sur des reps basses que sur des reps élevés, que ce soit sur des machines ou alors des variantes au poids du corps. Les mollets pareil. J'ai fait une vidéo sur ça il y a des années sur ma chaîne YouTube où je parlais du fait que justement c'est une des erreurs que je vois, c'est qu'on ne cycle pas les rangées de répétitions. Donc on laisse sur le côté un potentiel de développement. Les gars, les mollets, des fois on cycle avec du 15 répétitions et parfois on fait du 5 répétitions. Toutes les séries construisent du muscle, tous les types de séries construisent du muscle à condition qu'on ramène nos tissus musculaires à l'échec musculaire ou proche de l'échec musculaire. Ok? Aussi simple que ça. Donc vous devez intégrer les deux, croyez-moi. J'essaie de regarder si j'ai rien oublié ici. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc les amis, les gars, je ne pouvais être plus clair. En termes de programmation, mon conseil, les gars, écoutez-moi bien, là ce que je vais dire là, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, je vais vous donner, les gars, du free game. C'est officiel, Nabil. Crée le flyer là, on change le podcast. C'est le K-Swiss Free Game Podcast. Même pas podcast, c'est free game. Il y a cette discussion podcast, les gars. Pour maximiser votre prise de muscle, vous voulez stimuler les groupes musculaires que vous voulez développer, que vous entraînez. Dans le meilleur des mondes, je vous inviterai à stimuler tous les groupes musculaires 2 fois dans la semaine. 3 séries par séance pour ces groupes musculaires ramenés à l'échec. Ah non, mais pas proche de l'échec, ramenés à l'échec. 8 à 12, frérot. 8 à 12, ramenés à l'échec. Ok? 2 fois. Une fois avec des simulations, des intensités plus élevées. Imaginons que la dernière partie de votre entraînement, l'isolation biceps, triceps pour le haut du corps. Jour 1, biceps, triceps, répétition basse, 4 à 7 reps. Jour 2, le jeudi, 8 à 15 reps, 10 à 15 reps, biceps, triceps. Les gars, remerciez-moi. Remerciez-moi quand vous aurez fait tout ça. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Si vous faites ça, c'est fini les débats, série longue, série courte. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est d'ailleurs comme ça que je construis mes programmes, d'ailleurs, les amis, soit sous forme de bloc, soit au sein de la semaine, etc. Dans tous mes programmes, vous allez retrouver ce genre de logique-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de profiter de l'offre de moins 50% jusqu'à fin mars sur le programme hybride physique, sur le programme pied et cheville bulletproof. Et n'oubliez pas qu'il y a également les inscriptions de la 10e vague de mon programme mentorship qui sont ouvertes. Donc, les gars, ne tremblez pas. La moitié des places sont parties. C'est officiel, en un jour, là, il y a eu des inscrits. La moitié des places sont parties. Inscrivez-vous dès maintenant. Nous, on se voit, /, parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.